La une de l'actualité ce soir, entrée politique entre cohésion et solidarité pour reconquérir le pouvoir et volonté de réconciliation et de justice dans les états-majors des partis politiques comme le CDP, l'ANAFA, l'UNDD et le MPP. L'heure est à la mobilisation. Mais qu'est-ce que les uns et les autres peuvent encore? On en parle dans ce journal. Dans ce journal, l'évolution du parc automobile et des véhicules à deux roues au Burkina entraîne dans son sujet des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et le ministère en charge de la jeunesse l'a compris en initiant l'opération de permis de conduire. Ce sont de milliers de jeunes qui disposent depuis de permis de conduire qui leur ouvrent la porte d'un premier emploi. Et pour en parler, je reçois le ministre en charge de la jeunesse. Bonsoir, monsieur le ministre. Et merci de venir nous donner des éclairages. Dans ce journal également, le référendum sur l'indépendance de la Catalogne n'aura pas lieu, affirmé de hauts responsables espagnols. Mais ce samedi, à la veille de la tenue du scrutin, c'est la capitale Madrid qui entre en scène. Plusieurs milliers de personnes se sont massées devant l'hôtel de ville de la capitale pour s'opposer au référendum au cri de « Nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes espagnols ». Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, cette bonne nouvelle, les États-Unis d'Amérique vont accroître leur appui au Burkina Faso pour la lutte contre le paludisme. L'enveloppe financière passe en effet de 8 milliards de francs CFA cette année à 14 milliards en 2018. C'est un appui dans le cadre de l'initiative présidentielle contre le paludisme, une contribution qui va aider à réduire la mortalité due au palu au Burkina. Rasmane Zoundi, Moukunda Bire. Le Burkina Faso inscrit en bon pôle au tableau de bord de l'initiative présidentielle contre le paludisme des États-Unis d'Amérique. Le pays de l'oncle Sam renouvelle son soutien à l'État burkinabé dans ses efforts de lutte contre la maladie. L'aide américaine va passer de 8,4 milliards de francs CFA en 2017 à plus de 14 milliards de francs CFA en 2018. À travers PMI, le Burkina Faso va acquérir des tests de diagnostic rapide, de traitements combinés à base d'artémisine ACT, de traitements pour la mise en œuvre de la chimioprévention de paludisme saisonnier dans au moins 12 districts sanitaires. L'apport du programme présidentiel américain à la lutte contre le paludisme au Burkina Faso date de 2009 à travers son bras technique, l'USAID. La contribution des États-Unis a permis de réduire le taux de mortalité et de morbidité lié à la maladie, indique le ministre de la Santé. Mais le paludisme demeure la première cause d'hospitalisation au Burkina Faso et il faut accentuer la lutte. L'appui de PMI couplé à celui des autres partenaires contribuera à une amélioration drastique de la couverture des interventions de lutte contre le paludisme. Par ailleurs, l'accord de financement est une opportunité pour renforcer la coopération nord-sud et partager des expériences et des bonnes pratiques. Les statistiques sanitaires de 2016 révèlent que le palu est à l'origine de 43,38% des motifs de consultation et 21,84% des causes de décès, faisant de la maladie un problème majeur de santé publique. Et l'équipe du professeur Meda veut multiplier les actions en vue de parvenir à un Burkina sans palu à l'horizon 2030. Pour la gestion de l'aide publique au Burkina Faso, il est important que les acteurs de la chaîne de gestion des ressources publiques au niveau déconcentré et au niveau décentralisé soient mis au même niveau d'information. À Kaya, la Direction générale de la coopération a réuni ces acteurs pour un partage d'expériences, mais aussi d'informations. En somme, ils sont à l'école des nouvelles priorités de la coopération au développement. De quoi s'agit-il exactement? On en parle avec Césaire Carfo et Olopoda. Une coopération efficace au service du développement. Plus qu'un simple mot, c'est une volonté politique qui mérite d'être expliquée à tous les acteurs de développement. À Kaya, les acteurs locaux et services déconcentrés de l'État sont à cette école d'information sur les nouvelles priorités de la coopération au développement. Il s'agit de leur donner les b.a.-ba du mécanisme de partenariat public-privé
et surtout leur présenter l'accord de Busan relatif à l'efficacité de l'aide publique au développement. La communauté internationale a fait le constat que les ressources que nous recevons, il n'y a pas d'impact visible. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au niveau international pour discuter, pour réfléchir sur la question. Et on a abouti en 2005 à la déclaration de Paris et en 2013 donc, à l'accord de partenariat de Busan pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut aller à une coopération plus efficace, pour prendre en compte tous ces acteurs, nouveaux acteurs qui sont venus en temps dans l'architecture même de l'aide, pour prendre en compte toutes ces formes de coopération, la coopération décentralisée, la coopération triangulaire, la coopération sud-sud, qu'il ne faut pas occulter si on veut vraiment aller vers le développement tant souhaité. C'est dans ce sens-là. La rencontre de Kaya vise à vulgariser les engagements pris par le gouvernement burkinabé pour l'efficacité de l'aide publique. Une aide qui doit être utilisée comme levier pour stimuler la croissance. Réaliser donc l'agenda de l'efficacité de la coopération pour le développement dépendra de l'engagement de tous les acteurs à unir leurs forces pour œuvrer ensemble à promouvoir les formes de coopération de développement plus inclusives, plus équitables et plus durables. Pour rendre accessible l'information à un plus grand nombre d'acteurs de développement, la Direction générale de la coopération, initiatrice de cette rencontre, compte sur ses participants pour un changement de comportement. Un changement de comportement qui devrait contribuer à une meilleure efficacité dans la gestion de l'aide publique. Dans l'actualité ce soir, l'évolution du parc automobile et des véhicules à deux roues au Burkina Faso entraîne dans son sillage des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le ministère de la Jeunesse l'a compris et souhaite à tout prix exploiter ces opportunités. En initiant l'opération permis de conduire, ce sont de milliers de jeunes qui disposent depuis de permis de conduire qui leur ouvrent la porte d'un premier emploi. Pour en parler, le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle est avec nous. Docteur Ismaël Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette opération, cette année encore. Mais d'abord, quelle est la philosophie que le gouvernement vise à travers une telle opération? Je vous remercie pour l'opportunité. Il faut dire que l'opération permis donc, à conduire vise comme but de contribuer à la réduction de l'incivisme routier et à contribuer également à la lutte contre le chômage par l'amélioration de l'employabilité des jeunes dans le secteur du transport. Et donc, il y a la question de conduite, il y a la question d'entretien des véhicules et tout ce qui s'ensuit. Vous offrez des opportunités aux jeunes à saisir à travers ces opérations. Tout à fait. Donc, c'est un programme qui, depuis son début, jusqu'à la date, jusqu'en 2016, a permis d'offrir à 7711 jeunes burkinabés donc des permis de conduire. Vous me poserez la question, voilà, probablement, comment est-ce que la formation au permis de conduire permet à la fois de réduire l'incivisme routier et améliorer donc l'emploi au niveau donc de la jeunesse. À ce niveau, je dirais que nous avons fait un certain nombre de constats, qui est que la plupart des jeunes qui prennent part donc à cette opération, donc à ce programme-là, sont des jeunes de niveau du supérieur, c'est-à-dire des jeunes qui ont le bac et qui sont à l'université, souvent qui sont en fin d'études. Et nous avons constaté de certaines difficultés. On s'est rendu compte que ce sont ces jeunes-là qui, pour la plupart, n'arrivent pas à terminer le programme de formation. Donc on a un taux de succès dans cette catégorie de personnel-là qui est assez faible. Alors on s'est posé la question pourquoi. Et les hypothèses, on les a développées. Probablement que pour un jeune qui arrive à l'université, son ambition, ce n'est pas d'être chauffeur plus tard. Son ambition, c'est d'être autre chose. Et s'il vient pour prendre part au permis de conduire, c'est dans la perspective d'avoir plus tard lui-même son propre véhicule. C'est bien. Mais notre objectif n'était pas à ce niveau-là. C'est pour cela que, donc, lors de cette édition, l'édition 2017, nous avons essayé de faire un certain réglage pour faire en sorte que ça soit les jeunes apprentis chauffeurs, les jeunes apprentis dans les garages auto, les jeunes non scolarisés et les jeunes scolarisés qui seront les principaux
jeunes prioritaires donc dans le programme lors de l'année 2017. Nous tenons à le dire et à demander la compréhension, bien entendu, de ces étudiants, de ces universitaires-là, dans un esprit de solidarité, de permettre que ces jeunes qui n'ont aucune possibilité pour l'instant, en termes de qualification, puissent avoir cette qualification, et ces jeunes qui sont prédisposés, à mon avis, à aller plus dans le métier de chauffeur que celui qui a une maîtrise et qui aura un permis. L'autre aspect également, c'est que nous avons constaté, ça on l'a constaté, nous n'avons pas les statistiques parce que nous n'avons pas pu faire une évaluation assez exhaustive. De ces 7000 jeunes qui ont eu le permis, combien aujourd'hui ont un emploi? C'est un point d'interrogation, nous n'avons pas. Donc vous n'avez pas de nouvelles de ceux qui ont bénéficié? Pas du tout, parce qu'un système de suivi adéquat n'a pas été mis en place. Ce qui fait que cette fois-ci-là, nous essayons de développer ces outils afin que nous puissions nous rassurer qu'à la fois la question de l'incivisme routier à travers le code qu'ils vont apprendre, soit l'objectif soit atteint, mais également la question de l'emploi également, qui est un objectif majeur, soit également atteint. C'est pour cela que nous avons, au cours de cette année, pris langue avec l'organisation des transporteurs routiers du Faso. Nous nous sommes déplacés dans les localités pour leur exposer notre problème, à savoir, nous avons des permis de conduire à offrir, mais nous voulons être sûrs que ceux qui vont être formés puissent être employés. Ils étaient très contents. Et on a engagé un partenariat qui a été matérialisé par des écrits pour faire en sorte que le nombre de permis qu'ils vont prendre, qu'ils puissent à la fin de la formation embaucher l'entièreté de ces jeunes-là. Et ils ont réclamé 510, en fait nous leur avons donné 510 parce qu'ils en voulaient beaucoup plus. Nous leur avons donné 510 permis de type C et 200 permis de type D. Et ils nous ont donné l'assurance que les 710 jeunes qui vont en réalité sortir de leurs entreprises, c'est des jeunes apprentis chauffeurs qui sont déjà en activité avec les membres donc, de l'OTRAF. Donc ces jeunes-là seront embauchés une fois que la formation sera faite. Donc on a pris l'engagement de mettre un dispositif de suivi et si cette opération est concluante, nous allons matérialiser ça dorénavant par une convention avec des clauses bien déterminées afin que nous puissions à la fois atteindre l'objectif, donc les 10 objectifs fixés par le programme. Oui, justement, ce partenariat avec l'OTRAF suscite des interrogations. Quel est le mécanisme mis en place pour le suivi afin que, effectivement, ça puisse répondre à vos objectifs, qu'il n'y ait pas de favoritisme ou peut-être d'autres difficultés? Non, nous faisons d'abord, si nous nous sommes déplacés à aller voir l'OTRAF, donc c'était une grande réunion ce jour, c'est parce que dans un premier temps, nous sommes partis sur une base de confiance. Et dans un deuxième temps, nous avons aussi fait le postulat que nous ne pouvons pas fabriquer des diplômés qui ont des permis à conduire, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas de véhicules, sans aller discuter avec ceux-là qui, quand même, ont des parcs automobiles assez développés. Donc, nous partons sur la relation de confiance, mais ce qui n'exclut pas le contrôle. Donc, la direction générale du ministère chargé de la question est en contact permanent avec l'OTRAF pour identifier d'abord les jeunes qu'eux-mêmes ils vont identifier, s'assurer que ces jeunes sont régulièrement inscrits dans les écoles de permis à conduire que nous, par l'opération d'appel à candidature, nous avons choisi. Et comme c'est une opération de 5 mois, dans 5 mois, nous évaluerons pour voir parmi ces jeunes combien réellement on peut suivre jusqu'à bout et qu'est-ce que l'OTRAF fera par rapport à ces engagements. Donc c'est une première expérience, nous n'avons pas voulu être très invasifs. Donc pour ne pas décourager l'OTRAF, parce que c'est un partenariat dans lequel nous sommes les plus grands gagnants. Parce que l'OTRAF également peut recruter ses chauffeurs d'une autre manière sans vouloir forcément faire ce partenariat avec notre ministère qui dispose de possibilités qui ne serviront à rien si à la fin, ceux qui vont prendre le permis, comme c'est le cas malheureusement actuellement, se retrouvent sur le terrain donc, du chômage. Oui. Je reviens un peu sur les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires du programme. Vous dites que vous n'avez pas de leur non, on n'a pas une idée claire du devenir de ces bénéficiaires. C'est pour cela que nous avons essayé très rapidement de voir quelles peuvent être les insuffisances. Et les insuffisances, c'est qu'il y a une adéquation. Même cette année, nous n'avons pas voulu que l'opération soit comme ça. Mais c'était déjà quelque chose qui était lancé et il fallait réajuster. Parce que nous avons voulu plutôt mettre l'accent sur les permis pour la conduite dans un lourd, donc qui est une forte demande actuellement au niveau des mines, même au niveau des transporteurs. Par exemple, le nombre de permis D réclamés par l'OTRAF
dépassait largement ce qui était prévu chez nous. Il n'y avait que 200 et nous leur avons donné tous les 200 avec l'assurance qu'ils nous ont donnée que tous ces 200 seront absorbés. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé nous parler de l'opération 2017 de permis de conduire, une opération destinée dans un premier temps à lutter, comme vous le dites, contre l'incivisme sur nos routes, mais également à créer de l'emploi pour les jeunes. Oui, je voudrais avec votre permission lancer un appel à la jeunesse, particulièrement la jeunesse qui savent lire et écrire, qui m'écoute, la jeunesse des universités, qui, de par le passé, étaient les plus grands bénéficiaires de ce programme, de comprendre que nous sommes dans une dynamique, de faire en sorte que ce programme puisse contribuer un temps soit peu à résoudre la question du chômage. Et que nous avons de fortes suspicions que pour quelqu'un qui a une maîtrise, ce n'est pas être un chauffeur sa priorité. Et que dans un élan de solidarité, ils doivent être à mesure également de nous accompagner pour ne pas, parce que il y a de l'insuffisance dans le mécanisme, parce que nous n'avons pas pu mettre en place un mécanisme qui permettra d'être sûr que les demandes qui vont être examinées sont effectivement des demandes de personnes non scolarisées, de personnes déscolarisées ou de personnes qui ne sont pas dans les universités. Donc nous allons demander beaucoup, c'est leur contribution, leur participation, à dire que effectivement nous accompagnons pour ne pas prendre un permis qui aurait pu servir à un autre Burkinabé. Quand il va l'avoir, il va réellement aller dans le métier du chauffeur. C'est leur compréhension qu'on demande et leur solidarité et pour accompagner leurs frères burkinabés qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bac, ni une licence, encore moins une maîtrise. Docteur Ismaël Ouedraogo, merci d'être venu nous donner tous ces éclairages sur l'opération permis de conduire 2017. À présent, la page politique de ce journal et nous l'ouvrons avec le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui effectue sa rentrée politique cette année, une rentrée placée sous le signe de la cohésion et de la solidarité pour la reconquête du pouvoir. Mais comment ces responsables comptent-ils surprendre? La réponse avec Alidou Badini et Nyar Kiteda. L'hymne du CDP a de nouveau retenti à son siège sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou en présence des dinosaures du parti venus des quatre coins du Burkina. C'est un signe d'un espoir retrouvé pour la reconquête du pouvoir d'État dans la cohésion et la solidarité pour un parti qui a agonisé, reconnaissent les leaders charismatiques de l'ex-parti au pouvoir. Nous revenons de très loin, mais nous étions si près et si proches. Nous avons tiré leçon, non seulement de notre chute, mais leçon de notre gestion de ce pays. Nous avons tiré tous les enseignements et nous sommes prêts à nous ressaisir, nous sommes prêts à améliorer nos actions, nous sommes prêts à nous corriger et nous sommes prêts à aller de l'avant. Et cette rentrée est placée sur fond d'opérationnalisation des structures de base du parti dans les coins et recoins du Burkina pour une relance effective du parti. Le CDP veut gagner les prochaines batailles électorales sans bavure, souligne Léonce Koné, soutenu par le président par intérim pour qui le Congrès pour la démocratie et le progrès vit et vivra encore pour longtemps. Nous avons placé cette rentrée politique sous le signe de la relance des actions du parti et également sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion au sein du parti. Nous voulons donc que cette rentrée donne à notre peuple et à notre pays les différentes possibilités d'une réconciliation nationale véritable pour une paix durable. Hier, parti qui refuse l'alternance, aujourd'hui il est d'avis et par expérience, selon Achille Tapsoba, avant d'inviter le pouvoir actuel à voir clair dans sa gouvernance. Pour les leaders du CDP, l'économie est morose, la situation sécuritaire est confuse et une saison agricole très inquiétante. Ce sont autant de défis que les dirigeants devraient relever à tout prix. Ils ont aussi interpellé le pouvoir à diligenter les dossiers pendant en justice dans l'équité et l'égalité pour tous. Le MPP de son côté prépare sa rentrée politique. Le temps est donné par la section provinciale du parti au pouvoir à Réau, dans le Sanguier. Les délégués se sont retrouvés ce samedi pour revenir sur la situation nationale. Là également, la question de la cohésion est revenue. Ismaël Diloma Sirima. Le progrès possible. L'hymne du parti entonné à vive voix
est l'acte qui a ouvert la rencontre de 2 jours des militants du MPP, section du Sanguier. La rencontre réunit des délégués venus des 10 communes de la province du Sanguier. Et pendant 48 heures, ils passent à revue la convention de l'Union nationale des jeunes du MPP et aussi celle des femmes et des anciens. Et la convention de la coordination nationale des secteurs structurés du MPP qui vont tous se dérouler au niveau national, mais chaque section provinciale doit tabler sur le thème afin de représenter valablement la province au niveau national. Ils veulent également profiter de cette rencontre pour renforcer la cohésion au sein des conseils municipaux, de même qu'au sein du parti. Tout commence par le dialogue et par la compréhension mutuelle, par le renforcement des liens de camaraderie. Et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui pour remettre chacun dans son rôle, pour se parler et pour donner confiance aux différents maires. Nous avons le cas de la commune de Pouri qui a été éprouvée par plusieurs difficultés, mais aujourd'hui qui sont résorbées. C'est une fierté et nous allons le présenter comme un cas d'école. Cette rencontre des militants du MPP, section du Sanguier, a permis de dresser le bilan. Un bilan jugé positif par les responsables provinciaux du parti. Cependant, ils appellent leurs délégués à travailler pour faire briller davantage le mouvement du peuple pour le progrès. Ce qui préoccupe les femmes de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie, c'est la question de la justice et de la réconciliation. Réunies ce vendredi, elles invitent les acteurs politiques à plus de sagesse. Moukounda Biré. La réconciliation nationale au Burkina Faso, une préoccupation majeure des femmes de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, UNDD. À travers cette conférence de presse, elles invitent tous les acteurs politiques à œuvrer pour le renforcement de la paix sociale, transcender les divisions et prôner la paix en tout temps et en tout lieu. Selon la présidente des femmes de l'UNDD, Mariam Ouedraogo, les acteurs politiques gagneraient à éviter la vengeance et surtout à penser à l'intérêt supérieur de la nation. C'est notre combat de tous les jours comme ça. On a toujours appelé aux gens à l'union, on a toujours appelé aux gens à la réconciliation, on a toujours appelé aux gens au pardon. Ce n'est pas la peine de garder des rancœurs. C'est vrai que l'insurrection est passée, mais après l'insurrection, on n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à oublier les rancœurs passées et puis s'unir pour construire le Burkina. Nous, on est d'accord pour la justice, mais c'est une justice qu'on nous on a appelée justice réparatrice. C'est vrai que ça fait mal, hein, mais on a dit que le pardon c'est un mal qui apaise. Nous les Burkinabés, on n'a qu'à pouvoir dépasser nos rancœurs et puis se pardonner. Que ça là, c'est une guerre de chiffonniers. Actuellement là, il y a aussi dit que la pluie vous tape et vous êtes là en train de vous taper. On a des problèmes plus sérieux que le meeting des Aïda. Moi franchement, le meeting des Aïda, ce n'est pas la préoccupation majeure actuellement du Burkina Faso. On a des problèmes plus sérieux comme le terrorisme, comme le chômage. Oublier les rancœurs et s'unir pour construire le Burkina Faso, tel est l'objectif ultime. C'est pourquoi ces femmes invitent les autorités coutumières et religieuses à soutenir leur combat. Les responsables de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, ne comprennent pas pourquoi 2 ans après l'incarcération toujours de Djibril Bassolé. À l'occasion de ce 2e anniversaire, la NAFA demande la libération immédiate et sans condition de son mentor. Hubert Benito Sommet, Maxime Zongo. 2 années de détention pour une personne souffrante, des cris de détresse sans succès, de l'émoi au sein de la communauté internationale sans réaction, trop c'est trop. Pour eux, premiers responsables de la NAFA, il était de leur devoir et de leur responsabilité de monter au créneau. Notre silence a des limites et nous exigeons la libération de Djibril Bassolé. Nous tenons de ce fait à informer l'opinion nationale et internationale qu'à partir d'aujourd'hui, la NAFA se donnera tous les moyens légaux pour parvenir à cet objectif. Ces moyens légaux, précisent les conférenciers, resteront dans le cadre d'une démarche républicaine. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre niveau, même pour rencontrer le chef de l'État. Les moyens là, ça aussi, c'est légal. Nous allons approcher les autorités, que ce soit au niveau national ou international. Les ambassades, tout ça, sont des moyens légaux. Parce que cette affaire-là, ce n'est plus une affaire de justice, c'est une affaire d'un homme qu'on a incarcéré, d'un prisonnier politique. Et pour les prisonniers politiques, ce n'est qu'un combat politique.
La NAFA, à travers cette conférence de presse, réaffirme son soutien indéfectible au général Bassolé qui, ont-ils martelé, sera leur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Le parti invite par conséquent ses militants et sympathisants à rester mobilisés et prêts à agir selon les moyens si d'ici là rien n'est fait dans le sens de la manifestation de la justice pour la libération du général Bassolé. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Diaconia et ses partenaires ont procédé ce week-end à la planification des activités du Présimètre, sa plateforme de redevabilité et d'interpellation. Un programme de veille citoyen destiné à renforcer la démocratie au Burkina. Draman Dadia. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections n'entend pas seulement parler élections. Elle se veut une organisation de veille citoyenne dans un pays à la démocratie encore fragile. La formule est tout trouvée avec Diaconia, faire du peuple le contrôleur de l'État à travers le Présimètre. Diaconia a en charge avec la CODEL de l'implémentation en fait du programme Présimètre qui a deux composantes. Nous avons une composante programmatique et une composante TIC. Vous avez vu le chef de l'État se prêter aux questions des citoyens. Vous avez vu le ministre d'État chargé de la sécurité se prêter au même exercice, le ministre de la Justice, le ministre de l'eau dans le cadre de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable. Vous avez vu le contrôleur général. C'est un exercice qui, pour réussir, a besoin d'être approprié par les citoyens. Et c'est le lieu ici, pour la quinzaine d'organisations non gouvernementales impliquées dans la mise en œuvre du programme Présimètre, de fédérer davantage leurs actions pour l'éveil des consciences sur la culture de la redevabilité, d'intégrité et de bonne gouvernance, des valeurs chères à un état de droit. Comment assurer au mieux l'assistance aux apatrides? La question taraude le Haut Commissariat des Nations Unies qui a réuni ce vendredi les secrétaires généraux des ministères. L'idée est de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés. Estelle Judith Assogba, Rasmane Zundi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veut travailler en synergie avec les secrétaires et les directeurs régionaux des études et statistiques sectorielles des différents ministères pour assurer une meilleure protection des réfugiés et des apatrides. Deux catégories de personnes vulnérables en raison de la rupture ou l'absence de liens qui les unissent à un État. Pour réussir cette mission, ces deux parties vont au cours de cette rencontre échanger sur les questions cruciales liées à la protection internationale et surtout du rôle et du mandat des responsabilités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un échange pour savoir qu'est-ce que nous faisons, quel est notre rôle, quel est notre mandat et qu'est-ce que nous pouvons attendre aussi des participants qui sont dans la salle. Donc c'est un échange pour se connaître, savoir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble et comment nous pouvons mieux travailler. Parce que quand on sait ce que l'un et l'autre fait, on travaille mieux ensemble. Donc la finalité, c'est vraiment au bénéfice des réfugiés eux-mêmes. Ces dernières années, le Burkina Faso a accueilli plus de réfugiés que d'ordinaire en raison de la situation en Libye et au Mali voisin. Cette forte présence de réfugiés, parmi lesquels peuvent se trouver aussi des apatrides. Actualité oblige, au cours de cette session, les participants vont aussi axer leur échange sur les questions de protection des réfugiés dans le contexte sécuritaire actuel, la protection des personnes déplacées internes et le phénomène d'apatridie. La campagne de récolte du coton a démarré au Burkina. La Sofitex attend cette année une production de 650 000 tonnes de coton. C'est le premier responsable, la nationale de l'or blanc, qui a donné le top de départ de cette opération. C'était ce jeudi 28 septembre à l'usine Oundé 2 dans les Hauts-Bassins. Moussa Sanou pour le compte-rendu. Usine d'égrenage de coton de Oundé 2. Les machines tournent à nouveau. C'est jeudi 28 septembre, la première balle de coton de la campagne 2017-2018 doit tomber. Le directeur général de la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles, est là pour donner le top de départ de la campagne d'égrenage dans sa zone cotonnière. Pour Sofitex, il s'agit d'une grosse campagne. Et
à situation exceptionnelle, dispositions spécifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons donc retenu de démarrer précocement donc l'égrenage du coton. Les responsables de la nationale du coton confirment, cette année tous les moyens sont mis en œuvre pour réussir la campagne. Reste maintenant aux producteurs mais aussi aux transporteurs à jouer pleinement les rôles. Aujourd'hui, il y a eu une première balle qui est sortie, c'est parce qu'on a amené les premières caisses de coton. Ça veut dire aussi que toute notre flotte a été révisée pendant la période d'intercampagne. On est prêt. On souhaite simplement que la météo nous soutienne. C'est également une invite pour les producteurs à s'engager dans la commercialisation du coton afin de nous permettre donc de pouvoir leur payer les revenus coton dont ils ont besoin. Selon les prévisions, cette année, ce sont 650 000 tonnes de coton que la Sofitex atteint. 130 000, c'est la quantité qui va être égrenée dans les usines de Houndé. À l'étranger, le référendum sur l'indépendance de la Catalogne n'aura pas lieu, affirmaient des hauts responsables espagnols. Et ce samedi, à la veille de la tenue du scrutin, c'est la capitale Madrid qui entre en scène. Des milliers d'anti-indépendantistes se sont rassemblés à Madrid. Plusieurs milliers de personnes se sont massées en effet devant l'hôtel de ville de la capitale pour s'opposer au référendum au cri de « Nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes espagnols ». Les esprits s'échauffent à Barcelone à la veille d'un scrutin à haut risque et des centaines d'anti-indépendantistes se sont réunis ce samedi devant le siège du gouvernement catalan réclamant la prison pour le président de la région Carles Puigdemont, coupable selon eux d'avoir maintenu le référendum d'autodétermination malgré l'opposition de Madrid. Des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et des pro-référendum qui ont dû être exfiltrés par la police. Une autre marée de drapeaux espagnols plus conséquente à Madrid. Plusieurs milliers de personnes se sont massées devant l'hôtel de ville de la capitale pour s'opposer au vote du 1er octobre au cri de « Nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes espagnols ». Le référendum considéré illégal par le gouvernement espagnol et suspendu par la Cour constitutionnelle doit se tenir ce dimanche. Et puis aux États-Unis, les États-Unis réduisent leur présence à Cuba après d'étranges attaques. Le mystère des attaques contre la santé des diplomates américains à Cuba n'est toujours pas résolu, mais les États-Unis ont décidé ce vendredi de rappeler plus de la moitié du personnel de leur ambassade. L'ambassade américaine à Cuba vidée de plus de la moitié de son personnel, l'octroi de visas de routine américain à Cuba suspendu et des ressortissants américains appelés à éviter de se rendre sur l'île, c'est la réponse des États-Unis après une série d'attaques mystérieuses qui ont touché 21 personnes de son ambassade, des diplomates qui ont connu des pertes d'audition importantes. À en croire certaines sources, des appareils soniques sophistiqués auraient été placés à l'extérieur ou à l'intérieur des résidences de ces diplomates à Cuba, provoquant ces symptômes. L'administration américaine n'a pas confirmé et l'enquête n'a pour l'instant rien donné. Les deux pays marchent sur des œufs, aucun des deux ne voulant mettre en péril des relations diplomatiques tout juste réchauffées. Une affaire néanmoins bien embarrassante et une énigme loin d'être résolue. Et puis avant de refermer ce journal, les demi-finales de Faso Academy se jouent ce soir et nous avons en ligne avec nous Nixon, l'animateur de cette soirée. Nixon, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez pour cette phase de demi-finale? Nixon, l'animateur de cette soirée. Nixon, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez pour cette phase de demi-finale? Alors, bonsoir à vous, Kindo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Il faut dire que ce soir, pour cette première demi-finale, c'est une soirée festive. Parce que vous l'aurez constaté, il y a tout un équipement, toute une bagatelle d'instruments de musique pour dire que Faso Academy est arrivé à une étape où le live s'introduit, bien sûr, à cette édition de 2017. C'est pour vous dire quelque part
que la première demi-finale sera entièrement en live avec nos 8 académiciens. Il faut le rappeler, au départ, c'était 48 candidats à travers tout le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ne sont que 8 pour 5 places en finale. La première demi-finale, c'est ce soir. La seconde demi-finale, ce sera demain, même heure, sur les antennes de la télévision du Burkina. Alors, je pense que cette somptueuse salle du Sénasa a commencé à se remplir, on va le dire, et nous invitons tous ceux qui sont à la maison à nous rejoindre. C'est bien vrai que ce sera du direct, mais je pense que quand on vit le spectacle en live, il n'y a rien de tel. Voilà en somme ce qui va se dérouler, Kino, ce soir ici même au Sénasa. Merci à vous, Nixon. Rendez-vous est pris pour 21h pour les demi-finales de Faso Academy 2017. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.